bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78, l'essentiel de l'actualité locale du jour. Tout de suite, les titres de ce mardi 22 janvier. La neige de retour dans les Yvelines, il en est tombé jusqu'à 5 cm aujourd'hui. Le territoire est placé toujours ce soir en vigilance orange alors qu'un nouvel épisode est attendu à partir de 21h. Dans cette édition, nous verrons comment Saint-Quentin en Yvelines et le département gèrent la situation. Les chefs de maison de retraite yvelinoises s'affrontent. Un concours de gastronomie est organisé en ce moment par Silver Fourchette, programme de sensibilisation à l'alimentation des seniors. Hier, la première épreuve se déroulait à Guyancourt. Nous avons suivi l'une des équipes concurrentes. Enfin, la finale est programmée ce samedi. Le mémorial de Caen accueille le concours des plaidoiries des élèves avocats. Parmi les 11 personnes en lice, une étudiante de Versailles, Laura Giovannoni, est notre invitée. Les Yvelines ont donc connu aujourd'hui un épisode neigeux avec plusieurs centimètres tombés. Météo France qui place toujours ce soir le département en alerte orange pour la neige et le verglas. L'alerte qui court jusqu'à demain 6h. Comment la situation est-elle gérée à Saint-Quentin en Yvelines et quelle réaction pour ses habitants? Élément de réponse avec Patrick Jacques de Dixmude et Michael Elmidoro. La neige a fait son grand retour ce mardi 22 janvier dans les Yvelines. Entre 1 et 5 cm sont tombés dans la matinée sur le département. C'est de saison, faut pas que ça continue trop, mais c'est comme ça quoi. Pour marcher, oui. Pour marcher, ça va être gênant, mais j'adore jouer, ça dure au moins 1 mois. D'autres, au contraire, n'étaient pas aussi enthousiastes. C'est très très compliqué, c'est très dur, on n'arrive pas à avancer, du coup... C'est un peu le bordel. Faut aller très doucement. Faut faire attention au sol. Ça glisse beaucoup. Faut faire attention aux freins. Faut pas freiner fort. Faut freiner tout doucement. Des recommandations qui s'appliquaient également aux voitures. Certains automobilistes yvelinois n'ont pas pu éviter les dérapages dans les virages. Le trafic était notamment difficile sur les petits axes routiers. Ça glisse beaucoup, je viens juste de Versailles là et à 10 à l'heure. Ça va, je suis presque arrivée. Pour rendre la circulation la plus praticable possible sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, 12 déneigeuses ont réalisé chacune entre 30 et 40 km d'intervention sur les routes. Les opérations ont débuté à partir de 11h après une première sortie de prévention dans la nuit. C'est une journée exceptionnelle puisqu'on ne s'attendait pas autant de neige, sachant que nous, il faut qu'on puisse déneiger pendant que les véhicules ne soient pas là. Donc c'est pour ça, forcément, on détermine des fois des tranches horaires qui ne sont peut-être pas comprises par la population, mais en fait on prend des tranches horaires, c'est tout simplement pour pouvoir déneiger pendant qu'il y ait moins de circulation. Et les déneigeuses devraient de nouveau sortir dans les prochaines heures. De nouvelles chutes de neige sont attendues dans la nuit. Et après Saint-Quentin en Yvelines, voyons comment s'est déroulée la journée sur les routes du département. Bonsoir Pierre-Yves Lévy. Avec nous par téléphone, vous êtes adjoint à l'unité programmation entretien des voies pour les Yvelines et les Hauts-de-Seine, les deux départements qui gèrent en commun pendant l'hiver 1650 km de voies, 159 agents sont mobilisés. Dites-nous comment s'est déroulée la journée pour votre service. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de sorties et qui se sont déroulées très tôt ce matin ? Alors effectivement, on a mobilisé toutes les équipes qui étaient mobilisables. Dès la nuit dernière, on avait 46 agents d'astreinte qui étaient programmés pour intervenir à partir de minuit 1h. L'événement est arrivé un peu plus tard dans la matinée. Ils sont intervenus à titre préventif jusqu'à 8h du matin, puis à titre curatif avec du raclage et du salage tout au cours de la journée, avec une bascule d'équipes de jour qui ont continué le traitement sur toute la journée jusqu'à 17h ce soir. Pour certains cas, il y a quelques camions qui traitent encore des zones non circulées où il y a des résidus de neige. Vous évoquiez les opérations de salage qu'on connaît très bien. Est-ce qu'il y a d'autres types d'opérations, des opérations aussi préventives, autres que le salage pour traiter ces voies ? Alors, c'est principalement du salage. Après, on épand de la bouillie de sel. C'est un mélange de saumure c'est une composition saturée en sel qui tient un petit peu mieux à la chaussée, qui est plus efficace en préventif que des grains de sel qui peuvent être chassés de la chaussée et qui ont leur action uniquement par l'apport de la neige. Mais le deuxième type de traitement, c'est un traitement de raclage avec des rabots, des lames en caoutchouc qu'on pose sur la chaussée, comme on peut voir régulièrement. Dès qu'on a au-delà de 3 cm de cumul, c'est ce qu'on vient de faire parce que ça dégage la chaussée circulée.
Une dernière question, Météo France place toujours ce soir le département des Yvelines ainsi que celui des Hauts-de-Seine en vigilance orange neige-verglas. Les prévisions parlent d'ailleurs d'un deuxième épisode neigeux qui interviendrait ce soir. Ça va être le même type de mobilisation ce soir pour les agents ? Alors, en nombre, c'est le même type de mobilisation. On a toutes nos équipes d'astreinte qui étaient en repos en deuxième partie de journée et qui reviendront selon les cas entre 22h et minuit pour intervenir, voire un peu plus tôt si le phénomène neigeux est un peu plus intense. On nous annonce pour la nuit prochaine des chutes éparses de neige qui seront avec des cumuls moins importants, mais cumulés et associé à ça un risque de température proche de zéro, donc de congélation de certaines zones humides. Donc on redéploie toutes nos équipes d'astreinte sur les différents secteurs pour intervenir à titre préventif et éventuellement à titre curatif si l'événement est un peu plus intense. Merci Pierre-Yves Lévy d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes adjoint à l'unité programmation entretien des voies pour les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Merci d'avoir été avec nous. La neige qui a donc cessé de tomber cet après-midi, vous l'entendiez, un deuxième épisode c'est cependant prévu aux alentours de 21h ce mardi soir, des chutes de moindre importance et plus localisées. Météo France maintient son alerte orange neige et verglas jusqu'à demain matin à 6h et conséquence des intempéries, de nombreuses perturbations sur les routes et transports. La circulation est ralentie sur l'A13 et la N12. La vitesse y est limitée à 80 km/h. La N118 où plus de 900 personnes étaient restées bloquées et fermées jusqu'à nouvel ordre. La gendarmerie des Yvelines a d'ailleurs recensé une vingtaine d'accidents dans sa zone de compétence. À Saint-Quentin en Yvelines, le trafic des skibus a été retardé. Les bus articulés n'ont pas circulé une grande partie de la journée. Autre conséquence de la neige, le plan grand froid a été activé à Paris. Il permet l'ouverture de places d'hébergement d'urgence supplémentaires. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet épisode neigeux. Dans le reste de l'actualité, le concours de gastronomie Silver Fourchette s'y affronte des chefs cuisiniers professionnels d'EHPAD. Une épreuve se déroulait aujourd'hui à Sonchamp. Hier, le concours investissait les locaux du CFA Trajectoire de Guyancourt. Marilène Yapichino et Emma Cabre-Ibarra ont suivi l'une des équipes en compétition. Ce matin-là, en cuisine, le chef Amadou Diallo donne ses indications à ses commis. Et ça va constituer notre garniture pour le poulet. Ses commis, il vient de les rencontrer. Tous trois participent au concours Silver Fourchette. Pour cette épreuve de qualification, 5 équipes constituées d'un chef cuisinier d'EHPAD, d'un volontaire gastronome et d'un élève du lycée hôtelier ont 3 heures pour sortir un plat et un dessert. Les équipes ont été tirées au sort. Du coup, nous, c'était un challenge de venir montrer une autre image de la cuisine dans les EHPAD. Au menu de notre équipe numéro 4, escalope de poulet farci et sa pomme de terre surprise pour le plat. Je dois mettre les petits pois dans ce saladier pour pouvoir après les mixer, pour pouvoir les mettre dans la pomme de terre surprise. Et rose feuilletée aux pommes et son caramel laitier en dessert. C'est la mission d'Émilie Després, non professionnelle de cuisine, mais volontaire pour représenter son établissement. Mes résidents vont venir cet après-midi représenter aussi l'établissement. Ils ont créé leur banderole. L'après-midi, les 9 établissements représentés ont fait le déplacement pour venir encourager leurs chefs ou volontaires gastronomes. Après dégustation, le jury rend son verdict. La brigade numéro 4. Amadou Diallo et son équipe sont arrivés 2e. Ils sont qualifiés pour la finale du 11 février. Très bonne expérience. En plus, on fait profiter nos résidents. Et puis ça donne une image de nos établissements qui est assez forte quand même auprès des personnes âgées et puis de la gastronomie. Alors, les objectifs de ce concours, c'est d'ouvrir en fait les EHPAD sur le territoire, de montrer que ce sont des lieux de vie qui s'engagent pour le bien manger, pour bien vieillir. Cette édition du concours Silver Fourchette est une première dans le département des Yvelines. 14 établissements étaient inscrits. Ils sont 8 restaurants du département à avoir cette distinction et ils la gardent. Le guide Michelin 2019 révélé hier n'a retiré aucune des étoiles aux établissements yvelinois. Le Gordon Ramsay, l'Angélique et la table du 11 à Versailles, le numéro 3 au Tremblay-sur-Mauldre, la table des Bleaux à Dampierre en Yvelines, le village à Marly-le-Roi et la Corniche à Rolleboise qui a fait son entrée au guide l'an passé conserve leur étoile. Pas d'entrée au palmarès à noter cette année.
En plateau avec moi, mon invité Laura Giovannoni. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes élève à l'EDAC, c'est la haute école des avocats de la Cour d'appel de Versailles qui est située à Viroflay. Et je vous reçois parce que vous êtes en finale du concours des plaidoiries des élèves avocats. Il se déroule ce samedi, ça sera au mémorial de Caen. Vous y présenterez une plaidoirie. On va présenter le sujet dans un instant. Déjà, que représente ce concours pour vous? Pourquoi y avoir participé? Alors, chaque école d'avocats de France envoie un candidat pour la représenter. Donc, j'aurai l'honneur de représenter l'EDAC, l'école d'avocats où je fais mes études. Et puis, le concours des avocats est très connu au Mémorial de Caen. Il se déroulera le lendemain. Voilà, le concours des... D'ailleurs, c'est 30 ans cette année, donc ça sera un gros week-end autour de la plaidoirie qui se déroulera à Caen. C'est exact. Et comment s'est déroulé le concours? Quelles étaient les étapes précédentes à ce concours? Alors, il y a eu une première étape de sélection écrite. Donc, chaque candidat envoyait une ébauche de la plaidoirie et du sujet qu'il aimerait proposer. Puis, la demi-finale qui a consisté en 5 minutes de plaidoirie devant le jury de l'école, de l'EDAC donc. Voilà, puis la sélection s'est faite le jour même. Et qu'est-ce que ça peut vous apporter? Vous êtes dans les tout derniers mois, les toutes dernières semaines de vos études. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de participer à un tel concours? Mais déjà, forcément, de m'exercer à la plaidoirie et puis de représenter mon école, certainement de rencontrer des professionnels sur place. Donc voilà, j'espère surtout profiter autant du temps de parole qui me sera accordé que j'ai pu en profiter durant la sélection pour la demi-finale. Et donc on est à quelques jours là, tout juste de cette finale. Quel est votre état d'esprit? Est-ce qu'il y a du stress? Vous êtes pressé d'être à cette finale? Alors forcément un petit peu de stress. Après justement on est dans la dernière ligne droite, donc là j'ai très envie d'y aller et puis comme je vous le disais, de pouvoir profiter du temps de parole qui m'est accordé. Alors cette plaidoirie, vous la présenterez sur 10 minutes. On va présenter d'ailleurs comment va se dérouler cette finale dans un instant. Et vous avez choisi comme thème, vous parlez de l'histoire d'une dame, Théodora Vasquez, une salvadorienne. Qui est-elle déjà? Présentons-la. Qui est-elle, Théodora Vasquez? Alors c'est une femme de 23 ans. En 2007, donc quand les faits se sont déroulés. Elle était enceinte de 9 mois de son deuxième enfant. Et puis, à 9 mois de grossesse, elle a accouché d'un enfant mort-né suite à une agression qui s'est déroulée une semaine auparavant. Et donc, le contexte un petit peu du Salvador, un article du Code pénal salvadorien pénalise l'avortement en toutes circonstances. Or, dans les faits, les juges requalifient l'avortement en homicide aggravé par la circonstance qu'il a été commis sur un descendant. Donc, les peines encourues sont beaucoup plus lourdes. Et en effet, en 2008, puis en 2007, en appel, Théodora Vasquez a été condamnée à 30 ans de prison. Donc effectivement, elle en a accompli 11. Elle a été libérée en février 2018. Or, elle est quand même condamnée. Voilà. Et pourquoi choisir ce thème pour cette plaidoirie? Je trouve ça très intéressant parce qu'il mêle énormément de droits de l'homme, de droits fondamentaux, que ce soit le droit au procès équitable, à la santé, l'interdiction des discriminations. Et puis, de par mon cursus universitaire, je suis très sensible aux droits de l'homme en Amérique latine. Ça me tenait à cœur de présenter un sujet, une affaire en lien avec l'Amérique latine. Et comment vous l'avez préparée, cette plaidoirie? Sur quels arguments vous vous êtes appuyé? Alors, comme je viens de vous le dire, principalement le droit au procès équitable, le fait qu'il y ait eu une requalification par les juges, alors même que le Code pénal salvadorien prévoit un article dédié à l'avortement, qui prévoit des peines bien sûr inférieures à l'homicide aggravé, et puis les discriminations également à l'égard des femmes, le droit à l'accès aux soins, puisqu'il y a tout un contexte un petit peu de stigmatisation des femmes qui n'ont pas accès à des soins sans discrimination finalement. Donc j'ai trouvé cette affaire très intéressante. Dernière chose, il nous reste 30 secondes. Comment va se dérouler la finale? Vous allez avoir 10 minutes devant le public, devant le jury pour présenter cette plaidoirie. Voilà, donc je vais avoir 10 minutes pour pouvoir présenter cette affaire et le but est de faire ressentir au public ce que j'ai pu ressentir en préparant cette plaidoirie. L'objectif d'une bonne plaidoirie, c'est en quelques minutes dire l'essentiel. Il faut aller très vite et dire l'essentiel de cette plaidoirie, aller très vite. Voilà, c'est ça.
Eh bien, on vous souhaite bonne chance. Ce concours, cette finale du concours de plaidoirie des élèves avocats, ça se déroule donc ce 26 janvier, ce samedi, au Mémorial de Caen. Merci Laura Giovanni d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous êtes élève à la Haute École des avocats de la Cour d'appel de Versailles, qui est située à Viroflay. Une page économie à présent. Aujourd'hui, et malgré la neige, Guyancourt organisait son premier forum de l'emploi. Particularité, les recruteurs étaient des agences d'intérim, des offres proposées dans les secteurs de la restauration, du bâtiment ou encore de la logistique. Le reportage d'Aurélie Ronce. Depuis plusieurs mois, Asdine, originaire de Guyancourt, est à la recherche d'un emploi. Après plusieurs expériences dans la vente, il est néanmoins ouvert à toute proposition que pourrait lui présenter cette agence d'intérim. Elle a pris mon CV, elle a pris un peu les informations qu'elle avait besoin de savoir sur moi et normalement voilà, j'espère être recontacté à la fin de la semaine normalement comme elle me l'a dit. 6 agences d'intérim étaient présentes. C'est la première fois que la ville de Guyancourt organise ce type de manifestation. Objectif, permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir un premier contact et d'échanger avec les recruteurs. Les agences d'intérim nous ont fait part effectivement de ce souci de pouvoir recruter quelquefois sur des postes soit pas hautement qualifiés mais des postes effectivement de maintenance. Et donc, mais il y a tout, il y a dans la restauration, il y a énormément de profils qui sont proposés aujourd'hui. Les candidats étaient invités à laisser leur CV auprès des agences, une démarche déjà bénéfique pour certains. J'ai eu une bonne surprise. Bon, je me suis inscrite dans toutes les agences intérim qui correspondaient à mon domaine. Et le dernier, je pensais que c'était juste une formation, un accompagnement. J'y suis allée par curiosité et finalement, ils m'ont proposé un job. Ils vont envoyer ma candidature à un de leurs partenaires et je risque d'être contactée d'ici une semaine. Malgré la neige, le Forum de l'emploi de Guyancourt a attiré près de 150 personnes. De prochaines éditions pourraient suivre. Le 21 décembre, la société Viapac à Rambouillet était placée en liquidation judiciaire, hypothéquant l'avenir d'une centaine de salariés. Face à cette situation, la Smart City Campus de la ville accueillait hier, lundi, un job dating. L'objectif, reclasser ses employés, Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Un job dating pour les 95 salariés de la société Viapac. C'est l'événement organisé au sein du Smart City Campus, le lieu où était installé leur site de production, aujourd'hui à l'arrêt, suite à la liquidation judiciaire prononcée en décembre dernier. Pour moi, c'est la suite logique. Je veux dire, on peut être représentant du personnel, mais il faut assurer le service après-vente, comme on dit. On ne peut pas dire c'est Noël, c'est fini, au revoir, on passe à autre chose. Pour moi, c'est un devoir. Aujourd'hui, heureusement, on a fait notre deuil. Viapac appartient au passé et on le laisse au passé, et puis là, on démarre une nouvelle aventure. On a l'occasion de rencontrer différentes boîtes, différents directeurs, des entreprises pour lesquelles on n'aurait jamais pensé pouvoir postuler. Le Smart City Campus, le comité d'entreprise de Viapac et la députée Aurore Berger ont organisé cet événement, un élan de solidarité pour le tissu économique rambolitain. L'idée, c'est de faire de cet événement, qui était toujours un événement évidemment douloureux quand une entreprise ferme et quand en plus elle a été si importante pour le territoire, créer des nouvelles opportunités. Les nouvelles opportunités, elles existent aussi sur le territoire. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'on a un territoire qui est presque en plein emploi, 5% de taux de chômage à peu près ici, mais on a des entreprises qui cherchent. 25 entreprises du Sud Yvelines, des grands groupes, des PME et des TPE, présents pour trouver de la main-d'œuvre et rendre possible le reclassement de ces personnes. C'est un profil qu'on peut trouver notamment chez les personnes qui travaillaient chez Viapac. Donc j'en ai rencontré plusieurs qui avaient à peu près ce profil. À la fin de la journée, 15 contrats ont déjà été signés. D'autres salariés ont un deuxième rendez-vous de prévu pour approfondir le premier entretien. Le département compte beaucoup de groupes d'entrepreneurs. En voici un nouveau. L'Yvelines Business Club a été lancé le 17 janvier dernier au golf de la Boulie à Versailles. Les précisions de Nicolas Dandry. Ils sont ici pour faire du business. Une cinquantaine de dirigeants d'entreprises yvelinois ont participé au lancement de l'Yvelines Business Club, une association pour créer des relations entre les sociétés du territoire. Il y a beaucoup d'entreprises yvelinoises aujourd'hui qui vont travailler avec ces grandes entreprises du Grand Paris et c'est des sous-traitants. On est là pour justement les mettre en relation. On voudrait vraiment être un club aussi ouvert aux femmes, femmes dirigeantes. Il y en a plein, j'en connais plein. Et on va aller les chercher, et elles vont adhérer.
Et au départ, ça s'est fait sur une passion commune, qui sont les voitures et les motos. Et en fait, nous, on est là pour partager, faire connaître nos produits, faire du business aussi, évidemment. Et ce que j'ai aimé dans l'approche de ce club, c'est le côté partage, convivialité. L'objectif pour nous, évidemment, c'est de participer à la croissance et donc de trouver de prospects qui seront de nouveaux clients plus tard. Pour devenir membre d'un club, les chefs d'entreprise sont sélectionnés. Ils peuvent participer à des déjeuners organisés chaque mois avec des intervenants du monde sportif, politique ou économique. Ils reviennent sur leur parcours à l'image de Gérard Rolls, journaliste sportif, parrain du club yvelinois. Ce concept, une idée du fondateur Olivier Talbert. Je pense que dans le sport, c'est un peu comme dans le business. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même et avec les autres, si vous n'êtes pas loyal, si vous n'êtes pas au niveau, bien vous avez des déceptions parce qu'on perd et on peut gagner. Donc il faut se remettre en cause systématiquement. Il faut s'entraîner, il faut travailler. Et je pense que là, on retrouve des vraies valeurs communes entre le sport et le business. L'idée, c'est d'échanger. C'est d'échanger ce que mon travail à la télévision, mes 44 ans, ont pu changer dans ma vie. Avec quelle idée j'ai fait ça et qu'est-ce que ça a pu m'apporter, voilà. Gérard Rolls interviendra lors du premier déjeuner le 5 février prochain au golfe de la Boulie à Versailles. Autour de la table avec moi, des chroniqueurs, 2 journalistes de la rédaction, Mélanie Poquet, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. Mélanie, restez avec nous car on prend d'abord la direction de Villepreux. Mickaël, la cérémonie de vœux de la commune était organisée vendredi dernier au gymnase. L'équipe municipale a notamment évoqué les nouveaux logements qui sortiront de terre dans le quartier du Haut des Moulins. Tout à fait, Grégory. Le maire de la commune, Stéphane Mirambeau, l'a annoncé ce vendredi soir. La ville comptera plus de 400 logements supplémentaires d'ici le mois de juin dans ce nouveau quartier de Villepreux avec ses nouvelles constructions. La population devrait passer de 10 000 habitants en 2015 à plus de 13 000 habitants, une nécessité pour le maire. Une ville comme nous n'avons pas le choix quand on voit que nous n'avons aucune fiscalité professionnelle. La seule possibilité que nous avons aujourd'hui pour contrebalancer les baisses de dotation de l'État, c'est de se développer, de faire venir du monde et donc de donner toutes les conditions pour que les gens aient envie de venir à Villepreux. C'est ce que nous faisons. L'augmentation de la population ne sera pas le seul objectif de Villepreux en 2019. Présentation des grands projets par le maire de la commune. Villepreux est une ville qui bouge beaucoup. On n'a pas beaucoup de moyens, mais on a une force incroyable. On trouve toujours des choses pour régler les problèmes. Donc oui, il y a des choses qui bougent. L'école se construit. Le parc forestier va aussi se mettre en action, se mettre en branle. Les choses avancent à plusieurs niveaux. On reconstruit la cuisine centrale pour nous permettre de rendre beaucoup plus efficace la préparation de nos repas. La ville lancera également cette année des études de faisabilité sur un grand parc urbain de 19 000 mètres carrés en entrée de ville. Pour mener à bien tous ces projets, le maire de la commune Stéphane Mirambeau a annoncé vouloir se représenter lors des prochaines élections municipales pour un nouveau mandat, des élections qui seront programmées l'année prochaine. Merci Mickaël pour toutes ces précisions sur cette commune de Villepreux. Mélanie, avec vous tout de suite, le coup de cœur culture. La commanderie continue son exploration des arts visuels du corps du mouvement. Pour sa nouvelle exposition, le site Saint-Quentinois a donné carte blanche à un photographe. Qu'est-ce qui vous a plu, Mélanie ? La simplicité des photos. Alors, simplicité dans le bon sens du terme. Elle est apparente, vous allez le voir. Dan Ramen, c'est le photographe exposé qui a capturé le mouvement. 26 clichés nés d'une carte blanche, comme vous l'avez dit Grégory. Pendant 1 an, l'artiste nordiste est allé à la rencontre des corps, surtout des corps artistiques. Il a photographié des danseurs, des circassiens. Le résultat de son travail, des nets, des flous, une impression de vie, comme si les danseurs, les artistes allaient quitter les clichés pour danser devant le spectateur. Et les artistes photographiés ne sont pas inconnus des amateurs de culture à Saint-Quentin. Et oui, puisque Dan Ramen s'est attaché à des compagnies en résidence ou en représentation sur le territoire. On y retrouve Christian et François Benhaïm, la compagnie Massala de Fouad Boussouf ou encore la compagnie La Main de l'Homme de Clément Dazin. Le travail s'est fait avec la mission danse de l'agglomération. Des précisions avec Ophélie Petit, la responsable des arts visuels de la commanderie. L'idée, c'était de croiser aussi les artistes que nous programmons. Et puis les rencontres se font ou ne se font pas. Et là, ça s'est fait. Il se trouve que notre partenariat avec la Mission Danse, ça a été de faire qu'ils puissent rencontrer des chorégraphes. Donc il a rencontré plusieurs chorégraphes, il a assisté à plusieurs spectacles.
Et pour découvrir tout cela, Memento Corpus est exposé à la commanderie des Templiers jusqu'au 10 mars. Merci Mélanie, on vous retrouve dans un instant pour votre émission Le 7-8 Culture avec d'autres informations, d'autres expositions également à découvrir sur le territoire. Et 2 informations avant de se quitter. On parlait de la neige en début d'émission. Quelques belles et insolites images à vous partager. Celle du parc du Château de Versailles complètement blanc aujourd'hui. Le domaine est resté tout de même ouvert au public ce mardi. Le pays entier également sous la neige. C'est le spectacle offert par France Miniature qui a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux. Le site qui lancera sa nouvelle saison le premier week-end d'avril. Et puis il habitait les Yvelines, c'est d'ailleurs dans sa demeure de Vilaine-sur-Seine que son cœur s'est arrêté. On l'a appris ce matin, l'accordéoniste Marcel Azzola est décédé hier à 91 ans. Le musicien a participé au renouveau de son instrument en lui donnant une dimension jazz. Il aura marqué les esprits par sa prestation dans le titre Vesoul de Jacques Brel, le chanteur lui lançant le fameux « Chauffe Marcel, chauffe ». On se quitte d'ailleurs sur un extrait. Merci d'avoir suivi ce journal. Et belle soirée avec TV78. Je te préviens, chauffe Marcel, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. Chauffe! T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du thon, et on a vu du thon. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu mon Valérie. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le cantage. J'ai voulu voir Byzantion, on a vu Pigalle, la garde à la table de